Les conseils pour décider de la forteresse et du port de Gigery. Pour obéir au roi, Beaufort réunit sur le champ un conseil pour délibérer sur les projets de fortification établis par Clairville et par Déouyères. Au début de cette réunion, un incident va aggraver encore la discorde entre les chefs. Dans son mémoire au roi, Gadagne s'appuiera sur cet événement pour prouver la volonté de ses adversaires de lui nuire. Comme nous étions assemblés pour cette délibération, rapporte le général, le sieur de Risson, premier capitaine du régiment royal, se trouva devant moi. Je dis tout bas à M. de Beaufort qu'il ne serait pas mal de prendre son avis, aussi bien que celui du sieur de Florence, lieutenant de Navarre, qui sont les plus entendus du royaume dans les fortifications. Il me répondit tout haut qu'il fallait donc prendre aussi l'avis de tous les capitaines des vieux corps. Je répliquai que ce que je proposais était sans conséquence et que tous les capitaines des vieux corps, quoique très braves, n'étaient pas également entendus aux fortifications. Ces paroles ne manquèrent pas d'être relevées par mes ennemis. On les répandit au sortir du conseil avec un torrent de fiel et de bile. On les débita soigneusement à tous les officiers, à qui l'on fit entendre que j'avais parlé d'eux avec mépris et que l'on avait bien soutenu leur parti. Cet artifice acheva de gagner ceux qui n'étaient qu'à demi gagnés. Les autres le connurent et le méprisèrent. Il est surprenant que Gadagne, qui à Gigery commande l'ensemble des troupes françaises en guerre contre les Berbères, emploie le terme d'ennemi pour désigner des officiers qui combattent sous ses ordres. Il est vrai que cette citation est extraite d'un document rédigé un an plus tard, et dans des conditions tout à fait exceptionnelles, qui peuvent sinon justifier au moins expliquer la violence du terme. Elle illustre en tout cas la dangereuse dégradation des relations au sein de l'état-major français en ce mois d'août 1664. Après cette ouverture peu amène, le conseil se déroule dans une ambiance tendue. Beaufort reproche violemment à Déouyères de n'avoir pas communiqué son projet à Clairville avant de l'envoyer à la cour. Ces échanges sont vifs, mais, sous la pression du duc, c'est évidemment le projet de Clairville qui est retenu. Un autre conseil, réunissant les amiraux et les plus anciens capitaines des vaisseaux, est convoqué pour délibérer des travaux à exécuter pour le port de Gigery. L'objectif est de le rendre apte à abriter en toute saison la flotte des vaisseaux et des galères destinés à neutraliser les barbaresques et de construire des ateliers nécessaires à l'entretien de cette flotte. Les conclusions de ce conseil sont reprises par le chevalier Paul dans deux mémoires, en date du 6 et du 8 septembre, qu'il adresse au roi et à la Guette. Paul estime possible de faire un bon port de Gigery, mais pour que cette rade puisse abriter en sûreté une flotte durant l'hiver, il est indispensable de construire un môle parfait qui aille d'un bout à l'autre de la ligne de récif. Il souligne que si l'on se contente en revanche de faire boucher la grande passe et la petite qui sont proches de la ville, l'on s'y pourra tenir l'hiver que 8 ou 6 galères et 4 ou 5 de nos moyens navires, sans compter les barques. Paul insiste particulièrement sur le fait que pour cet aménagement du port, l'on ne pourra travailler que 4 ou 5 mois de l'année. Les travaux ne pourront donc débuter qu'au cours du printemps prochain. Au cours de l'hiver prochain, si la tempête se lève, les navires ne pourront demeurer au mouillage en rade de Gigery. Ils seront contraints d'appareiller. Conformément à la demande du roi, 6 capitaines, Duquesne, Gabaret, Delaroche, Saint-André, Preuilly d'Humières, Turel et Cambo rédigent chacun une lettre destinée à la cour pour compléter de leurs commentaires les recommandations du conseil. Le départ des galères de France. Dimanche 7 septembre. Les risques de tempête augmentent avec l'approche de l'équinoxe. Le chevalier Paul et l'amiral de Terne s'inquiètent pour les galères. Il est temps d'obéir au roi, lequel a ordonné qu'elles partent pour pouvoir être de retour au port dans la fin du mois de septembre. Beaufort donne finalement son accord pour qu'elles rentrent à Toulon. Au petit jour, les 8 galères de France, profitant d'un vent favorable, mettent discrètement à la voile.
Poussée par le sirocco, elle s'éloigne rapidement de la côte. L'amiral de Terne, malgré son caractère difficile, ses exigences excessives et sa propension au conflit, a finalement rempli correctement sa mission. Son escadre a joué un rôle essentiel à Gigri. À 88 ans, le vieux marquis va prendre enfin sa retraite après quelques 70 ans au service du roi. Jusqu'à ce jour, les galères mouillées à proximité immédiate du rivage concouraient largement à la protection rapprochée du camp. À chaque sortie et lors des engagements des 6, 22 et 24 août, les tirs de barrage des coursiers avaient sinon empêché, tout au moins ralenti, l'arrivée des renforts ennemis. Le départ des dernières galères affaiblit sensiblement la défense française. Les troupes devront désormais se satisfaire des batteries fixes installées à terre et de l'artillerie des vaisseaux trop éloignés pour être véritablement efficaces. L'armée ne bénéficiera plus désormais de l'aide des galériens qui participaient jusqu'alors aux corvées d'approvisionnement en eau et en bois à l'extérieur du camp. En outre, les effectifs à Gigri sont réduits de 400 hommes car le roi a ordonné le rapatriement de 8 des 16 compagnies du régiment des vaisseaux. Les comptes rendus de Beaufort à Colbert. Beaufort rédige une lettre au roi, puis deux autres à Colbert, en date des 10 et 12 septembre, pour lui rendre un compte exact de ce qui se passe dans ce pays, lui donner son avis sur les ordres du roi et l'informer du choix qui a été fait du projet de Clairville pour la future forteresse de Gigri. Le 10 septembre, dans sa première lettre à Colbert, Beaufort tente d'abord de se justifier du reproche que lui a fait le roi de ne lui fournir que peu de détails sur les opérations. Il affirme: Je suis assez mortifié que l'oreille ait perdu la relation que j'écrivais à Sa Majesté, laquelle contenait la pure vérité. Cette faute assez extraordinaire m'a bien donné du chagrin, étant de mon devoir de rendre compte de toute chose au roi. La perte de cette lettre par le messager officiel du duc, venait de si loin pour la porter au roi, n'est pas plus crédible pour nous qu'elle ne le fut probablement pour Louis XIV. J'ai obéi aux ordres du roi, rencontre le duc, en assemblant tous les officiers généraux et colonels pour savoir leurs sentiments touchant la manière de fortifier ce poste. Tous sont convenus d'un même avis qui est celui de M. de Clairville. Puis, pour s'excuser du retard pris dans l'élaboration des plans, Beaufort en rejette la faute sur Déhouillère et sur Clairville. Ce qui a empêché que l'on ait envoyé une opinion en forme pour la fortification, ça a été que le sieur Déhouillère, ayant fait promptement son projet et ayant cru ne le devoir pas communiquer à M. de Clairville, l'envoya sans prendre de grandes précautions. Et comme je voyais que le sieur de Clairville ne se pressait pas tant que je l'eusse bien voulu, et qu'il me disait qu'en une affaire de si grande conséquence, il fallait du temps pour y songer. J'avoue que je le laissai faire à son aise, après quoi, m'ayant montré son plan et à plusieurs autres, il me parut si beau et si prompt à exécuter que, sur l'heure, je ne doutai pas que cela fût agréé sans nulle difficulté, vu que le sieur de Clairville a une expérience si connue de Sa Majesté qu'il ne montrait pas dans l'esprit qu'un autre pût faire balancer son avis. Une autre fois, j'y prendrai garde de plus près, promit le duc à Colbert. Beaufort disserte ensuite longuement sur les ordres de Louis XIV concernant la marine, ordre qu'il approuve entièrement. Avec une partie de la flotte, affirme-t-il, je tiendrai la mer libre d'ici à Toulon, pendant qu'une autre empêchera les Turcs de rien entreprendre contre Gigri, notamment d'y porter des troupes ou du canon. Mais ces ordres royaux, qu'il vient d'approuver par écrit, ne sont suivis d'aucun début d'exécution. Convaincu par Clairville que les Turcs ne viendront jamais au secours des morts, il préfère sans doute, maintenant que les galères sont parties, conserver ses vaisseaux à Gigri pour protéger le camp. Mais il se garde bien d'en informer le roi. On aimerait connaître la réaction de Paul à cette désobéissance de Beaufort aux ordres royaux. Aucun document ne nous en informe, mais connaissant la fidélité du vieux marin à son souverain, on peut difficilement imaginer qu'il n'ait pas protesté alors que Louis XIV vient de lui enjoindre de donner, sans aucune contrainte, son avis sur tous les sujets concernant la marine. Beaufort, pour une fois,
ne se plaint pas du manque de vivres, car il vient de recevoir le vaisseau chargé de rafraîchissement que les messieurs de Marseille ont envoyé libéralement. Il annonce qu'il va en distribuer le chargement à toute l'armée, et il précise avec un noble désintéressement: Je n'en prendrai pas une olive pour moi. Le duc dresse un tableau bien pessimiste de l'état de ses troupes. Elles sont décimées par les fièvres et la dysenterie. Monsieur de Gadane et Monsieur de Vivonne sont toujours malades, annonce Beaufort avec condescendance. Le premier se traîne un peu, mais il pisse souvent du sang et ne peut monter à cheval. L'autre a des vapeurs qui lui font presque perdre connaissance et appréhende la pierre, souffrant de grandes douleurs. Ce qui me fâche le plus, avoue le duc, est de voir que nous avons le tiers de notre armée malade. Je suis tous les jours à l'hôpital pour les faire assister, et assurément, je ne perds pas un instant pour conserver un bon soldat à Sa Majesté. Descendants des rois de France, qui sont dotés du pouvoir divin de guérir les écrouelles, le duc croit-il que ces visites médiatiques aux malades puissent les sauver? La situation des effectifs se dégrade au fil des semaines. Depuis le débarquement, 1 millier, peut-être plus, de soldats ont été tués ou blessés. Une centaine de volontaires, les 1200 hommes de Malte, 400 soldats du régiment des vaisseaux sont successivement partis. Un tiers de l'armée, affirme le duc, est maintenant malade. Il reste donc aujourd'hui moins de 3000 soldats français en état de se battre, alors que le nombre de combattants berbères grandit de jour en jour. Beaufort a de bonnes raisons pour réclamer des renforts. Une fois de plus, il insiste pour qu'on lui envoie de la cavalerie qui, selon lui, suffirait à mater les Berbères. La cavalerie sera d'une grande utilité ici, répétait-il à Colbert. Plût à Dieu qu'elle y fût déjà, nous ne souffririons pas tant d'incommodités par ces coquins qu'il nous faut enrager et à qui nous remprions le coup une bonne fois qui les mettrait ensuite en état de nous venir demander la paix. De quoi ils se moquent présentement, ne nous voyant que de l'infanterie. Le duc avoue qu'à ce jour, toutes ces tentatives pour gagner quelques-uns de leurs chefs et de leurs marabouts ont échoué. Quelques bons traitements que je leur ai faits, ajoute-t-il, j'y ai même dépensé de l'argent. Présentement, je me sers de menaces. Nous verrons quel remède servira le mieux. Je ne désespère pas de m'accommoder avec quelques-uns. Inconscient de la guerre sainte qui se propage, Beaufort continue de se bercer de l'illusion d'un accord possible avec les Maures contre les Turcs. Désireux de faire débarquer quelques canons supplémentaires des vaisseaux pour renforcer ses retranchements, le duc, pour se couvrir, écrit à Colbert: Je vous supplie de m'envoyer un ordre bien expliqué pour cela, afin qu'il me puisse servir de décharge. Le sort même des troupes et de l'expédition est en jeu, et le duc sait parfaitement que la réponse de Colbert ne pourra lui parvenir avant de longues semaines. Peut-être alors sera-t-il trop tard. La demande d'une décharge pour une mesure si facile à prendre, mais si lourde de conséquences, pourrait faire sourire si elle émanait d'un subalterne. Elle indigne, elle inquiète de la part de l'amiral de France, commandant supérieur de l'expédition. Serait-il plus soucieux de protéger sa carrière que la vie de ses hommes? Bien que la désignant dans le camp fût l'objet de critiques les plus sévères du roi, Beaufort ne fait qu'effleurer le sujet à la fin de sa lettre, se refusant à le traiter en détail par écrit. Il préfère envoyer un de ses amis à la cour pour informer le roi de vive voix. Monsieur le marquis de la Boulaye, étant pleinement instruit, j'ai cru, écrit-il à Colbert, ne pouvoir mieux faire que de l'envoyer à Sa Majesté. Il a assisté à toutes les occasions et à toutes les pensées de tout le monde. Je vous supplie de le présenter au roi, auquel, sur ma vie et sur mon bonheur, il ne dira que la vérité. Je vous supplie d'y prendre entière créance. Celle que je crois que vous aurez en lui m'empêche de m'étendre sur bien des choses que vous en apprendrez. C'est le pire ennemi de Gadagne, qui quitte Gigery pour aller distiller au roi sa version des faits. Jeudi 12 septembre, alors que 2 jours plus tôt, Beaufort se refusait à donner par écrit les détails sur les conflits qui règnent au sein de son état-major, il change aujourd'hui d'avis. Dans une nouvelle lettre à Colbert, il lui fait part de son point de vue. Faute de temps,
prétexte-t-il, mais plutôt pour garder ses divers confidentiels, Beaufort rédige et écrit lui-même ce courrier. Griffonné avec l'écriture, l'orthographe et le style surprenant qu'on lui connaît, ce document confus est aussi difficile à déchiffrer qu'à comprendre. En préambule, Beaufort s'indigne qu'on ait pu le croire impliqué dans les conflits entre ses officiers généraux. Mais vite débordé par ses tendances paranoïaques, il se déclare victime de calomnies et de cabales, se lance dans de violentes critiques de ses généraux et des capitaines de ses vaisseaux et dénonce les rivalités qui les opposent. Il se plaint de ne recevoir d'assistance de personne, en dehors de Clerville et de la Guillotière, les seuls officiers fidèles à son sens et contre lesquels tout le monde se ligue. Alors qu'au début de sa lettre, il prétend s'entendre parfaitement avec Vivonne et partager même avec lui une grande amitié, le duc, qui n'hésite jamais à se contredire, l'accuse quelques lignes plus loin de participer aux intrigues et de n'avoir qu'un seul désir, celui de quitter Gigery. Quelques citations de cette lettre suffiront à montrer l'actuelle tension psychologique du duc, le poids de ses rancœurs et combien il a été touché par les reproches du roi. Jamais je n'ai été si étonné, s'indigne-t-il, que d'apprendre, par le retour de l'oreille, que l'on m'avait mêlé dans des désunions et que M. de Vivonne et moi étions mal ensemble pour lui avoir conseillé de ne s'en point aller en France avec son navire pour une colique sans fièvre, qui ne faisait que commencer, laquelle chose, si je lui eusse voulu du mal, je n'avais qu'à lui laisser faire. Je le vis 3 fois chez lui par jour, le flattai et pris conseil de lui surtout, sans jamais y avoir manqué. Je crois donc qu'ainsi, faisant cela, n'approche pas de la moindre désunion et mésentente. Ayant su les ordres de Sa Majesté, je fus sur l'heure chez M. de Vivonne, l'embrasser, lui demander de désavouer ceux qui avaient dit qu'il faisait le malade, et autres sottises à quoi je n'ai jamais songé. Et nous nous fîmes mille amitiés. Puis, commentant les intrigues, il ajoute: ce raccordement était inutile, mais celui de messieurs de Gadane et de la Guillotière n'était pas si peu de chose, l'aigreur étant forte entre eux, et un peu avec M. de Vivonne, parce que ce dernier gouverne M. de Gadagne, et qu'ils veulent, je ne sais pourquoi, du mal à M. de Clerville, tous deux, et par conséquent à la Guillotière, qui est de ses amis. Beaufort reconnaît ainsi l'existence de 2 clans, et lui qui prétend ne pas être impliqué dans ces rivalités poursuit. On enrage de ce que je me fie à M. de Clerville, et l'on dit qu'il me gouverne parce que je fais avec lui ce que m'a demandé Sa Majesté, voilà un de mes vices, et de m'être empressé pour que le roi sorte avec gloire de cette entreprise. M. de Clerville fait tout de son mieux. J'ai plus d'assistance que de lui et la Guillotière. Les autres sont malades et ne sortent point. Cela nous met sur les dents. Après une courte et surprenante digression pour annoncer qu'à Gigery, on a trouvé du corail et que c'est un trésor à M. de Clerville, Beaufort passe aux critiques contre les marins. Je ne peux avoir l'avis du capitaine de navire que par pièces. Hors du Ken, je les tiens peu capables. On m'a cabalé tous les marins. Craignant les réactions de Colbert et du roi, il recommande: prenez garde à ce que l'on écrit de ce lieu, car tout s'y fait par intrigue et envie de s'en aller, ce qui me met hors de moi, ne voyant nulle passion pour le service du maître. Le porteur, M. de la Boulaye, sait tout et vous le dira. Inquiet, il supplie que cela se fasse point d'affaire. Et tout de même, conscient de la pauvreté de son style et de la médiocrité de son orthographe, il ajoute: Dieu vous fasse la grâce de pouvoir lire ceci, mais je n'ai pas le temps de réécrire. Servez-vous s'il vous plaît de M. Matarel ou du porteur. Le 13 septembre, une flûte chargée de bois, et revenant de Sardaigne, échoue dans le port de Gigery. On espère sauver le bois. La rade de Gigery est finalement moins sûre qu'on ne le pensait. Les marins signalent de nombreux rochers roulants qui coupent les cabales des ancres. Dimanche 15 septembre, 2 navires de charge quittent Gigery pour aller encore chercher du bois en Sardaigne. Au même moment, une petite escadre, composée de la Fontaine, la Victoire, 2 vaisseaux de Noli et 9 barques, apparaît pour Toulon.
À bord de la Victoire, le marquis de la Boulaye est porteur des mémoires sur la forteresse et le port, ainsi que des lettres de Beaufort pour la cour.